Dernier cours sur la question de la loi, nous allons aborder la question de la Marwan. Oui. Ouais, ouais. Nous allons donc aborder la question de la loi morale. Alors, euh, quel est le statut de la loi morale? Quel est son rapport avec la loi civile, la loi politique, la loi positive? Est-ce qu'on peut véritablement parler d'une loi morale? Et l'autre question qu'on peut et qu'on va se poser, en fait, la principale question qu'on va se poser pendant ce cours, c'est de savoir si la loi morale n'est qu'un préjugé ou si on peut fonder rationnellement la morale. Est-ce que la morale n'est qu'un sentiment subjectif ou peut-on accéder à une objectivité de la connaissance du bien et du mal? Pour cela, on va voir un auteur qui s'appelle Emmanuel Kant. Alors, ne notez rien pour le moment, je pense qu'on notera la prochaine fois. La question que se pose, la question fondamentale que se pose Emmanuel Kant, c'est de savoir si nos jugements moraux ne sont pas au fond que des préjugés qu'on nous a inculqués dans l'enfance. Par exemple, normalement, quand on a reçu une bonne éducation, on nous a appris qu'il était mal de mentir, on nous a appris qu'il était mal de voler, on nous a appris qu'il n'était pas joli de tuer. Mais est-ce que ce sont autre chose que des préjugés? Est-ce qu'il y a une raison objective qui nous dit qu'il est mal de mentir, qu'il est mal de voler et qu'il est mal de tuer? Est-ce que c'est rationnel? Vous avez des auteurs, par exemple Hobbes, pour ne pas le nommer. Hobbes dit il n'y a aucune raison de penser, il n'y a aucune raison de penser qu'il est mal de mentir, qu'il est mal de tuer et qu'il est mal de voler en soi, parce qu'à l'état de nature, il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. Tout est permis. Alors, Kant va dire, et Kant va essayer de montrer, qu'on peut fonder rationnellement la morale. Autrement dit, que la morale, ce n'est pas qu'une question de sentiment subjectif, et que ce n'est pas qu'une question de préjugés qu'on nous inculque dans l'enfance. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Kant va essayer de découvrir une méthode pour fonder rationnellement certains de nos préjugés moraux. Il va prendre l'exemple, mais en fait on peut en prendre d'autres. Il va prendre l'exemple de la fausse promesse. Est-ce qu'il est... Peut-on faire une fausse promesse pour se sortir de la galère, pour se sortir d'embarras, dit Kant. Et Kant va dire, il faut distinguer plusieurs sens de cette question. Peut-on, cela peut vouloir dire, est-on capable? Est-ce qu'on est capable de faire une fausse promesse pour se sortir de la galère? Augustin, est-ce qu'on est capable de... Oui. Alors, ok. Augustin a de l'expérience. Effectivement, on peut faire de fausses promesses pour se sortir d'ennui, pour se sortir d'embarras. Ouais. Merci. Vous savez que vous êtes enregistré maintenant, Marwan. Vos crimes de guerre, on en reparlera une prochaine fois. Euh, le, le, on est capable de faire des fausses promesses. On peut même vouloir faire de fausses promesses. Ouais. Alors, c'est pas la question. La question, c'est simplement est-ce qu'on est capable de faire de fausses promesses? C'est même pas encore la question de savoir si on peut justifier moralement un acte immoral ou un acte qui, qu'on peut juger immoral. C'est même pas encore cette question-là. Autre sens qu'on peut donner à cette question, c'est est-ce qu'il est prudent de faire des fausses promesses pour se sortir d'embarras?
de manière générale? Est-ce que c'est prudent? Quand on peut éviter de le faire, il vaut mieux éviter de le faire. Pourquoi? Parce que souvent, le plus souvent, euh, les conséquences quand on est découvert sont pires que lorsqu'on dit la vérité immédiatement. C'est certain, c'est une circonstance aggravante et surtout, on perd la confiance de ceux à qui on a fait de fausses promesses. C'est très clair. Donc en fait, c'est mauvais pour les affaires, ce n'est pas prudent. On risque de plus gros ennuis lorsqu'on fait de fausses promesses. C'est certain. Et maintenant, dernier sens qu'on peut prendre, qu'on peut donner, pardon, à cette question, c'est est-ce qu'il est moral de faire de fausses promesses? A-t-on le droit moralement de faire de fausses promesses? Est-ce que c'est bien de faire des fausses promesses? On est capable, c'est pas prudent et ce n'est pas bien. Mais vous voyez que, et c'est simplement là-dessus que je vais insister aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose de ne pas faire de. Écoutez-moi tous là, on se réveille à droite. Henri Georges, c'est pas tout à fait la même chose. Vous allez casser vos lunettes. Hein. C'est pas tout à fait la même chose de faire de fausses promesses, de ne pas faire de fausses promesses. Ce n'est pas tout à fait la même chose de ne pas faire de fausses promesses parce qu'on a peur de se faire choper et de ne pas faire de fausses promesses parce qu'on sait que c'est mal. Pour prendre un exemple assez proche, c'est pas tout à fait la même chose d'obéir à la loi parce qu'on a peur de se prendre une amende et d'obéir à la loi parce qu'on sait qu'il faut obéir à la loi, que c'est bien d'obéir à la loi. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que je peux savoir si vous agissez moralement, vous? Non, mais Augustin, je ne vous demande pas si vous agissez tout le temps moralement, mais est-ce que je peux savoir? Non, pourquoi? Non, 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 non. Oui, mais la question c'est est-ce que moi, je peux savoir si vous, vous agissez moralement? C'est dans votre tête exactement. Marwan, vous alliez dire ça? Vous n'avez pas compris. Alors, vous avez mal compris. La question, c'est de savoir si moi, je peux savoir ce que vous avez effectivement dans votre tête. Autrement dit, quelle est votre intention lorsque vous ne faites pas de fausses promesses? Parce qu'extérieurement, il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui ne fait pas de fausses promesses parce qu'il a peur et quelqu'un qui ne fait pas de fausses promesses parce qu'il agit par devoir et qu'il sait quel est son devoir. Ça, c'est très saisissant, si vous voulez, à comprendre. Les gens qui, euh, les gens qui agissent avec toutes les apparences de la moralité sont peut-être des gens qui agissent de manière totalement intéressée pour se faire bien voir, pour conserver la confiance de leur entourage, pour simplement éviter les ennuis judiciaires, sociaux, qui peuvent aller avec des comportements non conformes avec la morale. Okay. Euh, Qu'est-ce que vous dites généralement lorsque quelqu'un se comporte mal? Vous dites ça ne se fait pas. Okay. Mais en fait, ça ne se fait pas, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que la société n'accepte pas cela, et donc il faut se comporter comme l'attend la société. Et ça peut vouloir dire ce que ça veut en fait vraiment dire, mais ce que ça dit très mal, c'est mal. Et c'est assez différent en fait. Parce que agir comme ça se fait pour être accepté par la société, c'est pas tout à fait la même chose que d'agir parce que c'est bien, d'agir parce que c'est son devoir. Okay. Est-ce que ça va pour tout le monde ça? Bon, alors, je vais lire un texte de Kant, donc,
qui permet d'éclairer ceci. Hop. C'est un texte qui est tiré de la fondation de la métaphysique des mœurs. Comprenez la fondation de la morale. Posons par exemple cette question: ne puis-je pas, si je me trouve dans l'embarras, faire une promesse en ayant l'intention de ne pas la tenir? Je distingue ici sans difficulté les différents sens que peut avoir la question, selon que l'on se demande s'il est prudent ou s'il est conforme au devoir de faire une fausse promesse. Autrement dit, la question peut avoir deux grands sens. Premièrement, enfin, en fait trois, mais pour Kant, évidemment que je suis capable de faire une fausse promesse. Est-ce que c'est prudent de faire une fausse promesse? Est-ce que c'est conforme au devoir? Est-ce que c'est moral de faire une fausse promesse? Sans doute la considération de la prudence peut-elle fort souvent intervenir. Il faudrait examiner si de ce mensonge ne pourrait pas procéder pour moi dans le futur des ennuis bien plus graves que ne sont ceux dont je me dégage aujourd'hui. De même faudrait-il se demander si ce ne serait pas agir avec davantage de prudence que de procéder ici selon une maxime. Qu'est-ce que c'est qu'une maxime? C'est une règle, selon une maxime universelle, et de s'accoutumer à ne rien promettre qu'avec l'intention de tenir sa promesse. Autrement dit, peut-être qu'il serait plus prudent que je m'habitue à faire toujours des promesses en ayant l'intention de les tenir. Simplement, il m'apparaît qu'une telle maxime n'a cependant toujours pour fondement que le souci des conséquences. Et oui, la prudence, c'est le souci des conséquences négatives. Or, et la prise en compte des conséquences positives. Or, il est pourtant tout différent d'être de bonne foi par devoir et de devoir l'être par souci des conséquences désavantageuses. Qu'est-ce que vous comprenez? Et en fait, ça se discute. Quand on agit moralement, est-ce qu'on considère les conséquences? Pour Kant? Non. Non, non. Pour Kant, quand on agit moralement, on agit par devoir, quel que soit le prix. Quel que soit le prix à payer. C'est ça, agir moralement pour Kant. Agir moralement, c'est faire son devoir, quelles que soient les conséquences. Quelles que soient les conséquences pour nous, mais aussi pour les autres. Okay. C'est être capable de se sacrifier et peut-être aussi, de sacrifier les autres pour agir par devoir. Pourquoi est-ce que ça se discute? Marwan, vous n'aviez pas l'air d'accord. Oui, bah non, du coup. Bah non, du coup. Pour Kant, quand on agit moralement, on agit parce que c'est son devoir, quelles que soient les conséquences. On se fout des conséquences. Euh, il faut que je dise la vérité, même si ça me met dans l'embarras. Il faut que je ne vole pas, même si je reste pauvre. Quelles que soient les conséquences, c'est ça, en fait, la morale. La morale, c'est se foutre des conséquences. Et pas être irresponsable. C'est agir par devoir, quel que soit le prix à payer. Ouais. Alors, deux choses. Alors, en tout cas, donc je reformule la question de Marwan pour la caméra. Euh, Est-ce qu'une personne immorale, c'est une personne qui va se soucier des conséquences, c'est-à-dire qui va agir conformément au devoir, mais en le faisant par prudence, par crainte des conséquences désavantageuses? Est-ce que c'est ça l'immoralité? En tout cas, ce que dit Kant, c'est que ce n'est pas ça la moralité. Une personne qui est immorale, pour Kant, c'est un peu plus que ça. Encore qu'on peut discuter, mais une personne immorale, c'est une personne qui va non seulement qui ne va pas agir par devoir, mais qui va agir contrairement au devoir. C'est-à-dire qu'il va faire le contraire de ce que prescrit la raison. Mais une personne qui agit conformément au devoir, c'est ça qui est important à comprendre.
n'agis pas forcément par devoir. Je peux agir conformément au devoir moral, mais pas par devoir. C'est-à-dire, je peux agir selon toutes les apparences de la moralité, sans pour autant agir autrement que par calcul. Est-ce que c'est immoral, Marwan? Ma réponse à moi, ça serait de dire oui, c'est immoral au sens où c'est hypocrite. C'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça consiste à euh, adopter une apparence avantageuse pour le public tout en agissant par intérêt. C'est ça que pourrait décrire Kant dans ce texte. Et moi, je pense que c'est effectivement de l'immoralité. Et peut-être même la forme, la pire forme d'immoralité. Je ne sais pas si vous avez vu certains vieux James Bond, euh, Opération Tonnerre. Opération Tonnerre, je crois que c'est une des premières scènes du film. Vous voyez un type qui descend d'une limousine et qui, donc ça se passe dans les années 60, et ça se passe à Paris, et qui descend à l'office des personnes déplacées et des réfugiés. En fait, on comprend que c'est un type qui travaille pour une association humanitaire. Et en fait, c'est la couverture d'une organisation terroriste qui s'appelle le Spectre. Ok. C'est ça la vraie immoralité. La vraie immoralité, ça consiste à se faire passer pour une association humanitaire alors que on vend des armes, de la drogue, on prostitue des enfants, etc., etc. Ça, c'est peut-être la pire des immoralités. C'est ce qui, c'est le mal qui se part du masque de la vertu, du masque du bien. Je pense qu'on a tous en tête des personnes qui se font passer pour des gens bien et qui se comportent comme des salauds en permanence dans leur vie personnelle, voire dans leur vie professionnelle, mais avec une couverture justement très avantageuse aux yeux du public. Je préfère les salauds qui sont francs. Il y a il y a une honnêteté en fait dans le mal qui ne se cache pas, qui ne se planque pas derrière les bons sentiments, derrière les valeurs. Hein. Les valeurs, ça sert à ça, au fond, ça sert à masquer des intérêts qui sont loin d'être tous glorieux. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Ok. Alors, comment est-ce que je peux savoir si j'agis conformément au devoir? En fait, savoir si j'agis moralement, il n'y a que moi qui peux le savoir. Mais est-ce que je peux fonder rationnellement mon action? Est-ce que je peux dire que mon action est objectivement bonne? Comment le savoir? Kant va mettre en place une méthode. Ça va consister, et en fait, vous pouvez faire cet exercice chez vous, à la maison, sans vous faire mal. Euh, il suffit de se demander si je pourrais vouloir que la règle de mon action devienne une loi universelle. C'est-à-dire, est-ce que la raison pour laquelle j'agis pourrait valoir comme une loi qui s'appliquerait à tout le monde, quelles que soient les circonstances? Prenons l'exemple, et je m'arrête là, prenons l'exemple de la fausse promesse. Augustin et moi, on peut vouloir faire une fausse promesse pour se sortir d'embarras. Et je pense que on n'est pas les seuls ici. On peut le vouloir. Mais est-ce qu'on peut vouloir, Augustin, est-ce qu'on peut vouloir que tout le monde fasse une fausse promesse, ou plutôt que tout le monde soit obligé de faire une fausse promesse, quelles que soient les circonstances, tout le temps, en permanence? À quoi ressemblerait un monde où tout le temps, où en permanence, quelles que soient les circonstances, chacun d'entre nous serait obligé de faire de fausses promesses? Réfléchissez.
Un monde dans lequel la fausse promesse est la règle, c'est un monde où... Non, 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 non. Un monde où chacun est obligé de faire de fausses promesses, c'est un monde où il n'y a plus de... Il n'y a plus de promesses. Un monde où chacun est obligé de faire de fausses promesses, c'est un monde où il n'y a plus de promesses. Donc c'est un monde où il n'y a plus non plus. S'il n'y a plus de promesses. Non, 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 non. Un monde dans lequel il n'y a que des fausses promesses est un monde où il n'y a plus de promesses, donc il n'y a plus non plus de... Non, 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 non. Il n'y a plus de fausses promesses. Dans un monde où il n'y a plus que des fausses promesses, il n'y a plus de promesses, donc il n'y a plus non plus de fausses promesses. C'est logique. Et c'est ce que va montrer Kant. Un monde où il n'y a plus que des fausses promesses est un monde irrationnel, puisqu'il n'y a plus de promesses, il n'y a plus de fausses promesses. Autrement dit, pour qu'il y ait fausses promesses, il faut que la règle, ça soit la promesse vraie, la promesse sincère. Dans un monde où il n'y a plus que des fausses promesses, le mot promesse n'a plus de sens. Donc, il n'y a plus de fausses promesses. C'est un monde qui se contredit lui-même. C'est un monde qui est irrationnel. Okay, c'est un monde qu'on ne peut pas se représenter. Et donc, de deux choses l'une. Quand je me demande si j'agis bien, et quand j'universalise ma règle d'action, soit c'est possible, et alors j'agis conformément au devoir, soit ce n'est pas possible, et alors ma règle d'action n'est pas morale. On va prendre l'exemple du vol. Je peux vouloir voler. Ça arrive. Hein. On me met... quelqu'un oublie une manette contenant 100 millions d'euros dans la gare, je ne suis pas certain de la rendre. Enfin, encore que je me dis qu'il y a tellement de fric dans la mallette que ça doit appartenir à quelqu'un qui fera tout pour la récupérer. Donc, et là, c'est la prudence. Là, c'est la prudence qui parle. Mais que dirait la moralité? Est-ce que le vol est moral? Pour le savoir, il faut que je me demande si je voudrais d'un monde où chacun serait obligé de voler en permanence. Un monde dans lequel chacun serait obligé de voler en permanence, c'est un monde où il n'y aurait plus de vol, parce qu'il n'y aurait pas de propriété. Il n'y aurait pas de propriété. Et donc en fait, ça marche pour toutes les actions immorales. Il suffit que je me demande si ça peut devenir une loi universelle. Si ça ne le peut pas, c'est pas moral. On fait la synthèse la prochaine fois. La prochaine fois, on essaye de ne pas parler pendant 20 minutes de géopolitique, même si c'est très intéressant et que j'apprécie ces échanges. Résultat des courses, j'ai quand même fait court pendant 25 minutes.